14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors dès la naissance, notre corps va se transformer. Alors il y a des périodes plus propices à des modifications. Alors évidemment toute l'enfance, et puis ensuite la puberté, la ménopause et bien sûr le grand âge. Alors ces modifications, eh bien parfois elles sont sujettes à problématiques, et c'est avec Michel Odoul que je vous propose qu'on décode tout ça, parce que bien souvent si le corps nous dit quelque chose, eh bien ça veut peut-être dire que nous ne sommes pas tout à fait sur la bonne voie, ou qu'en tout cas nous sommes peut-être en train de souffrir. Alors je vais vous donner quelques petits exemples et puis on verra ce qu'en pense Michel. Il y a la fameuse scoliose chez les enfants qui est particulièrement complexe. Il y a également plus spectaculaire l'acné au moment de la puberté chez les ados, et on sait d'ailleurs que très souvent avec leur première relation sexuelle, il n'y a plus d'acné, comme par hasard, comme par miracle. Et puis, on pense aussi aux règles douloureuses chez les jeunes filles, l'éjaculation précoce chez les jeunes garçons. Et puis après, il y a évidemment toutes les pathologies liées à la ménopause, comme l'ostéoporose, et puis les grands âges, les dégénérescences en tout genre. Bref, si vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive, ou ce qui arrive à votre enfant, votre adolescent ou votre parent, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors mon petit tour d'horizon du corps qui se modifie, qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire ? Oui, que bien évidemment je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et avec le fait que a priori, suivant les phases de vie, la vie est un continuum dans lequel il y a des évolutions, des étapes, des strates, des moments, des périodes dans lesquels nous sommes à même, ou pourquoi pas dire destinés à vivre ou à rencontrer tel ou tel type de choses, à comprendre tel ou tel type de choses, ou de les réaliser par soi-même, et que parfois, ces phases et ces étapes sont des phases ou des étapes que nous avons peut-être consciemment ou non du mal à vivre. Nous avons quelques réticences ou tensions vis-à-vis du changement ou des évolutions que ça représente. Quelles que soient les raisons de cela, on aura sans doute l'occasion de les aborder, et qui vont à un moment donné, lorsque nous sommes effectivement en train de nous fourvoyer un petit peu sur la façon d'être ou de faire, se traduire dans une réalité physiologique et dans une manifestation pas obligatoirement pathologique, mais qui peut être tensionnelle, qui peut être très extrêmement douloureuse ou interpellante, voire même qui peut effectivement être sous une forme pathologique. Et là, c'est un petit peu plus questionnant, parce que il faut véritablement s'en occuper. Autant quand nous avons une rage de dents, c'est quelque chose qui est extrêmement inconfortable et qu'on peut traiter, et qui n'a pas de conséquences particulières, sauf si nous sommes arrivés à un stade qui est un stade dramatique. Alors que pour certaines pathologies, c'est un petit peu plus important de s'en occuper tout de suite. Alors, par exemple, les règles douloureuses, c'est quoi ? C'est à peu près une femme sur 2 qui a des règles douloureuses. Donc, on peut se dire, pourquoi toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses, ou pourquoi toutes les femmes n'ont pas des règles non douloureuses. Non douloureuses, voilà. C'est-à-dire que le principe et le phénomène des cycles hormonaux est un phénomène qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, etc., qui est incontournable, inévitable, et qui est consubstantiel à l'état de femme. Et que cet élément-là, qui vient nous contraindre, nous obliger, nous empêcher, du moins c'est peut-être comme ça que nous l'interprétons parfois, peut nous être insupportable. Et que très globalement, ça va se traduire par des tensions dans cette expression-là, quelles que soient les raisons. On verra que c'est peut-être une manière avec laquelle on a préparé la jeune fille à l'arrivée de ce phénomène particulièrement troublant et impactant que peuvent être l'émergence des règles. Ou pas préparé d'ailleurs. Encore aujourd'hui, des femmes... Plus une jeune femme aura été préparée à ça, plus elle aura été conduite à aller dans une acceptation de ce que le féminin et la féminité induit de facto. Que ce soit quelque chose de naturel, tout simplement. Oui. Et en dehors de toute autre conceptualisation en mode... comment on va dire, sa tendance actuelle, c'est quelque chose qui est un phénomène 100% naturel. Et que lorsqu'il y a une tension, quelle qu'elle soit, on n'est pas à nouveau en train de poser des notions de bien ou de mal ou de valeur, sûrement pas. Mais lorsqu'il y a une tension, il y a une difficulté à accepter ce qui est la projection négative de ce que sont les règles et les cycles, c'est-à-dire la contrainte et la soumission, à partir de ce moment-là, la tension va commencer à émerger. Et c'est là où apparaissent les phénomènes qu'on va appeler les phénomènes de type dysménorrhée.
Et on en est avec la dysménorrhée, comme avec l'endométriose, qui est une forme extrême de cela, avec quelque chose qui n'est absolument pas niable sur le plan de la physiologie. En revanche, dont la manière de comprendre la chose et peut-être éventuellement de la prendre en main et de la traiter va pouvoir faire que cela n'ait plus de raison d'être et que ça disparaisse. Mais on est vraiment dans une quasi-pathologie fonctionnelle sur un système dans lequel la tension, la colère, le refus et l'opposition à ce qui est et ce qui nous est imposé est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'on rencontre souvent dans chez les femmes qui souffrent de dysménorrhée, des femmes qui ont de la difficulté avec ce qu'est la contrainte. La contrainte et la soumission. Et ça me fait penser d'ailleurs, tiens, la prochaine fois que vous venez, on fera peut-être un sujet, pourquoi est-ce si difficile d'être une femme ? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que quand on voit toutes les pathologies que rencontrent les femmes avec leurs organes féminins justement, que ce soit l'utérus, que ce soit les ovaires et je ne sais quoi d'autre, il y a vraiment peut-être beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet majeur et qui est un sujet central parce qu'on peut regarder la question du cycle comme étant une contrainte ou une soumission. Mais ça, c'est oublier à quoi ça sert le cycle. Le cycle, c'est ce qui donne à la femme la puissance ultime, puisque c'est elle qui porte la vie. Mais bien sûr. Et qu'il faut vraiment changer ce regard-là. Il faut redonner et réinvestir leur femme dans ce rôle-là. Et pas dans l'idée de dire que ça veut dire... Et pas dans dire qu'il faut... nombre d'attentes. Mais que dans besoin de constituer de la vie, de la donner, de lui permettre d'exister, de la porter pendant 9 mois, de la créer, puis ensuite de l'engendrer et de la nourrir, on a là quelque chose qui est une des représentations, une des manifestations les plus claires de la puissance absolue. La puissance sur la vie, qu'est-ce qu'il y a de plus fort ? Oui, c'est-à-dire que c'est la femme qui est puissante puisque c'est elle qui peut donner la vie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'elle se sacrifie obligatoirement. Elle a le choix de garder cette puissance en elle ou de s'en servir. Enfin. Exactement. Et c'est ce que peut-être les femmes oublient. C'est pas obligatoire de procréer, mais ce qui est important, c'est de se créer en tant que femme. Ben, ce sera notre prochain sujet. Ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour le mois prochain quand vous reviendrez. En tout cas, on a parlé des règles douloureuses, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses parce que c'est vrai que notre corps il bouge, il change. Enfin, il bouge, il change, il évolue, il se développe, il se construit. Heureusement d'ailleurs. Par exemple, c'est une chose qui m'a toujours intéressé. Pourquoi, quand on vieillit, on se courbe le haut du dos. Enfin, pas tous, heureusement, mais vous voyez des gens qui ont 60 ans, 65 ans, on vieillit pas tous, qui sont déjà. Et la démonstration mécanique et etc. On est dans quelque chose qui a à voir avec le potentiel musculaire, avec l'avancée dans l'âge. Il y a une fonte musculaire, il y a une déminéralisation globalement. Il y a le fait qu'on est dans un rapport à l'action beaucoup moins développé, moins important, donc que le champ et la sphère respiratoire a besoin de moins d'amplitude. On est dans une espèce de rétractation globale de l'être. Toutes les choses qui vont vers le vieillissement, quel qu'elles soient. Il suffit d'observer un immeuble, il suffit d'observer un arbre, etc. À un moment donné, quand il rentre dans la phase où certaines structures porteuses commencent à se dégrader, va avoir tendance à se replier sur lui-même. Oui. Et le deuxième champ, qui est un champ symbolique qui est non neutre par rapport à ça, c'est que c'est tout simplement en projection même de ce qu'est le propre de l'humain. Le propre de l'humain, c'est de se tenir droit et d'être debout. Sauf que nous oublions tous que se tenir droit et être debout, c'est un effort. C'est un travail permanent. C'est pas une posture naturelle. C'est quelque chose qui demande donc une présence, une envie, une motivation, une pulsion, etc., qui est essentielle à cette verticalité, à cette tenue debout. On mesure pas l'énergie que met un petit bébé pour se redresser et se mettre debout. C'est un travail phénoménal. Il tombe un nombre de fois. Un petit phénoménal. Quand même. Du temps naturel de norme.
Et puis petit à petit arrive le moment où on s'agite de moins en moins, on rentre dans des phases d'âge qu'on va appeler la maturité, puis ensuite la vieillesse, etc., qui sont des moments où finalement le propos de l'individu, c'est de faire quelque chose de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Donc pour ça, il faut qu'il laisse de la place à du calme et à de la tranquillité. Ce sont les périodes où, dans les sociétés traditionnelles, on rentrait dans ce qui s'appelle la vieillesse, qui était non pas ce qu'on y met aujourd'hui, c'est-à-dire la décrépitude, mais qui était la sagesse, le recul, la distance. Et d'ailleurs, on faisait appel aux anciens, on demandait leur avis, etc. Et c'était eux qui venaient nous apporter ces connaissances-là. Et que ce travail-là est celui qui doit laisser occuper une place qui est laissée par la non-activité. Mais cette non-activité fait qu'il y a une fragilisation sur le plan structurel et que petit à petit on involue. Et on involue pour revenir dans cette espèce de clin d'œil amusant de la vie, qui est que quand on est petit, on est à quatre pattes, puis on se redresse tout doucement, un petit peu voûté, puis on devient droit, puis quand on commence à vieillir, on redescend un petit peu voûté, et on finit aussi à quatre pattes. C'est-à-dire qu'on est dans un processus voire de même vie totalement allongé. Hein. Oui, ou totalement allongé, bien sûr, mais comme le petit enfant au départ. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de vie naturel et normal, et que après, suivant au départ, que après, dans les individus, on voit deux qui font se tiennent la perpétuation et le culte et le fait de cultiver le désir, c'est-à-dire continuer à se donner des désirs et des envies par rapport à un certain nombre de choses, soit le fait qu'à ce moment-là, on est porté par une espèce de rectitude qui est celle de l'éducation, de la culture, des habitudes, qui font que on a cette espèce de devoir intérieur à se tenir droit. Bon. Eh bien voilà, c'est dit, on comprend mieux tout ça. Dans un instant, c'est Nicolas qui va prendre la parole, mais n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de mieux comprendre ce que vous dit votre corps. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais peut-on trouver du Saint-Nectaire AOP à 9,99 € le kilo? À ce prix-là, je vous en prends tout de suite. Il est affiné pendant 35 jours, et en France qui plus est. Alors ne ratez pas tous nos inratables du marché. Du 1er au 5 avril, le Saint-Nectaire AOP laitier Origine France est à 9,99 € le kilo. Oui, 9,99 € le kilo. Dans vos magasins U et sur courseu.com. Offre valable dans les magasins participants équipés d'un rayon fromage à la coupe. Point à retrait du 1er au 5 avril. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio H. 102. Sud Radio. Sud. Rêver de vacances. Et en une toile, le land. Fin, laissez-vous séduire par ces hébergements haut de gamme. Détendez-vous sur votre terrasse panoramique ou dans votre spa privé. Votre paradis 100% détente vous attend. Réservez dès maintenant au camping 5 étoiles le Saint-Martin. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous permettre de manger de bons légumes de saison à un prix tout aussi bon. Jusqu'à samedi, par exemple, les asperges blanches-violettes, Origine France, sont à seulement 4,35 € la boîte de 500 grammes. Oui, seulement 4,35 €. Moi, des asperges à ce prix, ça me botte. Auchan, le choix, le bon. 8,70 € le kilo, catégorie 1, calibre 16-22, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pourquoi courir chez Castorama quand on veut le même sol pour son intérieur et son extérieur? Parce que pendant la Nif Casto, on trouve des prix fous dans tous les rayons, comme le carrelage gris Prisma Perla, grand format 60 par 60 cm, au prix jamais vu chez Castorama de 12,95 € le mètre carré. Oui, 12,95 € le mètre carré. Parfait pour harmoniser et agrandir l'espace. Mais vite, hein, la Nif Casto, c'est seulement jusqu'au 15 avril. Soit 18,65 € le carton de 1,44 m², quantité limitée à 20 000 m² pour la version intérieure et 15 000 m² pour la version extérieure. Boulanger. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes pas du barbecue? Ils sont là dans 20 minutes là. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ah non, pardon, mais t'es sur ton téléphone là. Non mais regarde, avec la sonde connectée, je gère directement la cuisson du poulet fumé via l'appli. Eh bah ça te laisse du temps pour mettre la table alors. Allez, hop hop hop. Découvrez les jours qui font plaisir chez Boulanger. Le barbecue électrique Ninja Woodfire OG900 AEU avec sonde connectée est à seulement 399,99 €. Commandez-le et retirez-le en 1 heure. Boulanger. Jusqu'au 29 avril, 6 € d'éco-participation. Conditions boulanger.com. Avec Weldom, bricoler, jardiner, décorer, ça, c'est fait. Le charbon à prix festif, ça, c'est fait. La grande tablée ensoleillée, ça, c'est fait. Lancer l'apéro, ça, c'est fait.
c'est la fête des amis chez Weldom. Jusqu'au 6 mai, le sac de charbon de bois de 50 litres gris au bois est à 17,90 €. Et pour 2 sacs achetés, le 3e est offert. Weldom, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. Soit 36 centimes le litre, offre dans la limite des stocks disponibles. C'est les jours ensoleillés chez Maison du Monde. Profitez de l'arrivée du printemps pour faire le plein de soleil et de bonnes affaires jusqu'à moins 30%. Craquez sur vos coups de cœur déco pour la maison et le jardin. Offre valable jusqu'au 15 avril inclus, à retrouver en magasin ou sur maisondumonde.com. Profitez-en. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur bien sûr de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est sorti aux éditions Albin Michel et qui qui est un best-seller, une bible du corps et de l'âme, si je puis dire. On va commencer avec vous, Nicolas. Bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, vous êtes Nicolas, allez-y, racontez ce que vous dit votre corps. Alors, je vous appelle là parce que ça fait à peu près 2 mois et demi que j'ai eu mal au poignet. Je me suis fait mal au poignet, on va dire, en travaillant. Et par contre, après, j'ai été voir le médecin. Bon, j'ai fait une radio, ils m'ont fait faire du kiné, ils m'ont fait faire tout ça, et il n'y a rien qui se passe. Personne ne sait exactement pourquoi. Et la douleur, elle est particulière, un petit peu. J'ai l'impression, c'est pas une douleur musculaire, je sais pas exactement ce que c'est comme douleur. J'ai du mal à l'expliquer aussi. Et 15 jours, là, il y a 15 jours, du coup, c'est l'autre poignet maintenant qui commence à me faire mal aussi, et le même style de douleur en fait. Mais c'est quoi, ça vous lance, ça vous fait... C'est compliqué à expliquer. C'est quasiment permanent. Des fois, c'est plus ou moins intense. Mais voilà. Même moi, je sais pas exactement pourquoi. J'ai pas eu d'événement particulier dans ma vie. D'accord. En tout cas, on n'a rien trouvé donc sur le plan. Je suppose que vous avez fait des radios. Ouais, c'est ça. Sur le plan mécanique pur, oui. C'est ça. Enfin, a priori, vu ce que vous décrivez, tel que vous le décrivez, en tout cas, minima pour le premier poignet, ça ressemble assez fortement à ce qu'on appelle une algodystrophie. Donc je pense que là, vous devriez aller voir un rhumatologue ou quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine, éventuellement un ostéopathe, en lui précisant qu'il y a des chances qu'il s'agisse de ça. Vous avez fait tous les examens qui montrent que, il n'y a pas de fracture ou de lésion particulière au niveau de l'os, il n'y a pas de déchirure au niveau ligamentaire ou au niveau tendineux, etc. Et le deuxième des critères qui est marquant aussi et qui laisse à penser plutôt dans cette direction-là, c'est cette permanence de la douleur dont vous parlez. Parce que si c'était simplement, entre guillemets, une tendinite ou une lésion d'un stade nombre, la douleur serait une douleur circonstancielle en fonction de certains types de mouvements, et etc. Et donc là, on est sur quelque chose d'autre. Et l'algodystrophie parle de quelque chose de particulier, de très précis, bien entendu. Et l'algodystrophie particulier sur lequel on essaye de à cette et le fait qu'ensuite l'autre poignet se mette à devenir douloureux. Ça peut être dans un premier temps à minima la conséquence du fait que dans ce qui est votre quotidien et les choses que vous faites, vous avez sans doute dû compenser sur l'autre poignet pour aller faire un certain nombre de choses que vous ne faisiez peut-être pas avant parce qu'elles étaient assumées par le premier poignet douloureux. C'est le poignet droit ou gauche ? Oui, le premier, c'est le poignet droit. Ouais. C'est le poignet droit. Donc vous avez compensé en vous servant beaucoup plus, même peut-être sans vous en rendre compte, du poignet gauche, et que lui, n'étant pas habitué à ce genre de travail, là, on va rencontrer peut-être des douleurs qui sont des douleurs un peu qu'on connaît à travers les courbatures quand on fait du sport, peut-être des douleurs un peu inflammatoires ou tendineuses. Est-ce que sur ce poignet gauche, la douleur aussi est permanente ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, vous étiez bon en maths ? On va dire moyen. Bon, enfin, remarquez là, ça devrait aller. Hein. Il y a 3 formules qui conviennent à la relation. Il y a 1 + 1 = 1,
1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 3. Alors évidemment, vous avez compris, c'est la troisième qui est la bonne. La première, ça correspond à une relation très fusionnelle, on est collés l'un à l'autre. Et bien souvent, il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre, c'est bien connu. La deuxième, on est souvent un peu en opposition, 1 plus 1 égale 2, chacun essaye de défendre son territoire, et les différences en général ne vont qu'en s'accentuant au fil des années. Et la troisième, ça prouve que vous avez su former un couple qui existe avec votre désir commun et votre différence. Et c'est tout le paradoxe de l'amour, c'est savoir ne faire qu'un tout en restant deux. Et donc le 1, c'est le couple, et puis chaque individu, voilà. Donc n'hésitez pas à faire. J'aime bien cette image de deux cercles qui se superposent plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a deux cercles, monsieur, madame, et puis il y a dans ces deux cercles, il y a des choses communes. Donc il y a une partie des deux cercles qui se superposent. Il faut qu'il y en ait suffisamment, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit totalement qu'il y ait un petit cercle mangé par le grand cercle, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un des schémas, une représentation classique qu'on utilise, que moi j'utilise dans la formation de nos praticiens aussi pour expliquer ce qui se passe dans la relation, cette notion des deux cercles, où effectivement, quand ils se superposent, c'est la fusion, donc la phagocytose, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui absorbe l'autre. Exactement. Donc c'est un rapport de domination, soumission, etc., au propre comme au figuré, même dans la symbolique, c'est-à-dire on se dilue dans l'autre. Ce qu'on trouve dans un couple qui est le couple classique ou qui est le couple fusionnel entre la mère et l'enfant, etc., etc. Et puis le fait que, au fur et à mesure où chacun des cercles prend sa part, il y a un moment donné, un peu comme deux anneaux qui sont entrelacés, il reste une zone qui va rester une zone commune, parce qu'il y a un lien qui est un lien d'attache. Et cette zone qui est la zone commune, c'est celle qui est intéressante, parce que c'est la zone de la rencontre, des intérêts communs, des choses que l'on partage, et qui font qu'au lieu de se regarder dans les yeux, on regarde dans la même direction. Et donc c'est vraiment la constitution du vrai couple, oui. Exactement. Catherine est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour Catherine. Alors, allez-y, je vous en prie. Je suis émue, pardon. Merci de prendre mon appel. Alors, en fait, je voulais vous parler d'un passage là de ma vie où j'ai des dermatoses qui persistent sur le corps à deux endroits bien précis. Dans les oreilles, j'ai des squames, des démangeaisons qui reviennent sans cesse, et puis au niveau du coccyx, tout en haut du pli interfessier. Et là, il y a comme un érythème fessier, mais voilà. Donc, ça desquame énormément, ça peut démanger et ça peut faire semblant, entre guillemets, de disparaître. Et puis, par moment, avec un gros stress, là maintenant, j'ai bien repéré le truc, une émotion très forte, et bien, j'ai tout de suite, ça revient en mode XXL, quoi. Voilà. Alors, c'est apparu après des chocs émotionnels, forcément. Disons que vous avez déjà un petit peu étudié le langage Michel Odoul. Oui. Et puis je suis très à l'écoute de mon corps. J'ai bien compris ce qui s'était passé. Simplement, là, je me trouve à un moment clé, un moment charnière de ma vie où j'aimerais tourner la page. Je me sens prête pourtant, pleine de rebonds. Je pense avoir fait plein de choses au niveau de des traumas que je pensais avoir digéré, plein de choses. Et puis, au moment de vouloir changer de vie, notamment déménager pour tourner la page et réécrire une destinée ailleurs, eh bien, je me trouve dans l'incapacité de le faire et je suis couverte de ça. Je vous dis, ça revient énormément. Donc, je me paralyse et je ne rentre pas dans l'action, du coup. Je suis vraiment assise entre deux trucs là. Qu'est-ce que vous avez qui est assis entre deux trucs? C'est intéressant ce que vous venez de dire, Catherine. Mais oui, parce que j'ai bien compris en le disant, oui. Mais oui, voilà, oui, vous voyez comme votre inconscient finalement vous dit des choses. Alors, oui.
Pour faire. Moi, sur le moment, j'ai cru que vous faisiez exprès de dire ça pour justement. Non, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Cas, attendez, c'est bien. Actualité. C'est bien de l'avoir dit. C'est mon actualité. Oui, et oui, mais ça m'agace beaucoup parce que là, pour la deuxième fois, je viens de remettre en vente mon logement et aussitôt, j'en ai presque perdu le sommeil et puis aussitôt la dermatose, l'érythème, on va dire, sur le coccyx, oui, et puis dans les oreilles, dans les deux, une espèce de pellicule blanche. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai eu une dermite séboréique, mais qui a disparu, mais la dermato m'avait dit vous aurez ça à vie, ça reviendra avec un gros stress. Bon pas loupé depuis 6 mois, c'est revenu. Mais dans les oreilles, qu'est-ce qui vous empêche de mettre en vente votre logement? Eh bien, en fait, après, il faut que je sache où aller. Et là, on en arrive presque aux fesses, finalement. C'est que je sais pas où poser vos fesses. Mon popotin. Ça doit être ça, finalement, que oui, sauf Michel va me dire. Sauf peut-être que vous inversez la proposition. Le problème, c'est pas que vous n'arriviez pas à vendre votre appartement, c'est que vous ne savez pas où aller. Voilà. Alors, vous vendrez votre appartement le jour où vous saurez où aller. Vous ne pouvez pas quitter une zone où vous avez des références et repères et une assise pour aller vers un inconnu total. Oui, c'est ça qui me perturbe et qui me fait extrêmement peur. Mais quel est le risque que vous prenez ? Je pars vers quelque chose que je ne connais pas, je porte ce projet seul. Mais non, puisque déjà, justement, vous êtes en train de vivre ça. Donc quel est le risque que vous prenez à décider ? Le risque serait que je perde là où je suis. J'ai des repères qui m'ont maintenu en sécurité. Puisque vous l'avez déjà perdu là où vous êtes, puisque ça vous rend malade entre guillemets. Donc vous n'y êtes pas bien. Donc quel est le risque que vous prenez à décider ? Est-ce que ça me donne des suées. Oui, mais qu'est-ce que il y a aussi les oreilles, donc on peut se poser la question aussi. On va y venir aux oreilles, vous allez voir. Mais quel est le risque que vous prenez ? Je prends le risque de faire un mauvais choix et de regretter. Non, puisque vous êtes dans la souffrance de quelqu'un qui fait pas de choix. Oui. Donc quel est le risque que vous prenez ? Quel est le risque que je prends ? Qui est majeur. Oui, mais c'est intéressant que vous bloquiez parce que c'est le problème de tellement de gens. C'est que ça aille mieux. C'est la peur de l'inconnu en fait, la peur de. Et parfois on va rester c'est pareil dans le couple, on va rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien par peur de l'inconnu. Et cette peur de l'inconnu fait qu'on n'ose pas vivre sa vie, quoi. Mais ce que vient de dire Michel, je l'ai entendu pendant que vous avez pris la parole, Brigitte. J'ai entendu, c'est que ça aille mieux et ça m'a mis une. Oui, ça vous a mis quoi, Elisa ? Oui, parce que pour l'accepter, cette idée-là, encore faut-il que vous pensiez que vous en avez le droit. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. J'ai tellement morflé là depuis 4-5 ans que je me suis mis en tête que là où j'étais finalement, ça devait être un peu ma coquille et mon cocon. Ah oui. Coquille cocon. C'est intéressant un cocon où on morfle. Catherine, c'est Catherine, hein, c'est ça ? Oui. Déjà, faites-vous le cadeau de penser que si vous décidez que vous faites un choix de changer quelque chose dans votre vie, ça n'est pas obligatoirement transgresser un interdit, faire quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire ou que vous ne méritez pas. Ça, c'est la première des choses. Et votre corps vous le dit. Vous avez compris la chose au niveau de ce qu'est le fessier, la zone du sacrum, enfin du bas du sacrum et du coccyx. Vous savez, dans le langage, c'est nos fondements, c'est le fondement, c'est le fondement, c'est nos points d'assises les plus profonds, ce sont nos références et ce sont aussi nos origines. Hein. Le coccyx étant la symbolique extrême de la queue de l'animal que nous avions quand nous étions à ce stade-là. Donc c'est vraiment les origines les plus profondes et que je pense que depuis toujours, il y a des interdits à s'envoler, à transgresser ou à être. Et puis surtout, c'est la base pour moi qui représente la famille de laquelle je me suis coupée. Et oui. Ça, c'est apparu après ça. Ouais. Mais les oreilles, ça sert à quoi, comme vous demandez tout à l'heure, Brigitte ? Oui. Ça sert à quoi, les oreilles ? À entendre. Donc, oui, il y a véritablement quelque chose peut-être que vous avez le besoin d'entendre. La dermatose, elle est la signature que nous sommes dans un rapport au monde extérieur dans lequel nous considérons que le monde extérieur est risqué et dangereux et nous cherchons à nous en protéger.
soit en créant une armure, en blindant. C'est ce qu'on va mettre dans toutes les dermatoses qui vont se traduire par des épaississements de peau, comme le psoriasis, un certain nombre de choses comme ça. Soit en exprimant ce que ce vécu et ce rapport au monde extérieur génère chez nous. Et c'est ce qui se passe chez vous. Ce que vous vivez et ressentez ressemble beaucoup à un pseudo-eczéma ou à des dartres, ou etc. Qui sont des choses qui sont irritatives, voire qui démangent. Ce qui veut donc dire que quelque chose vous démange et vous irrite profondément. Mais qui sont associés chez vous en plus avec le fait qu'il y a une desquamation. Et une desquamation, ce sont des cellules et des peaux mortes qui s'en vont. Et donc il faut que vous tourniez la page et que vous laissiez mourir une certaine peau, une certaine apparence et une certaine enveloppe, c'est-à-dire une certaine image et une certaine idée de vous-même. Il faut muer en quelque sorte. Il faut muer. Il faut être capable d'aller vers ça. Mais ça fait peur et ça fait mal. Au moment où l'insecte déchire sa carapace et il en sort pour en constituer une autre plus grande et plus solide, il a toute une phase où il est sans protection. Et donc, il est effectivement fragile. La phase que vous traversez n'est pas une phase dans laquelle il faut croire que de façon magique, vous dire, tac, je décide, ça y est, tout va changer. Non, évidemment que vous allez avoir peur. Évidemment que vous allez être dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Mais à nouveau, mesurez quel est le vrai risque que vous prenez. Merci Catherine, en tout cas, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Michel Oudoul. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Oudoul est avec nous et nous parlons évidemment du corps qui nous parle, qui nous raconte tellement de choses. Mais c'est pas toujours simple parce qu'on a parfois un peu le nez dans le guidon, comme on dit. Aurore est avec nous. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour. Quel joli prénom. Merci. Alors, vous avez 38 ans et déjà des gros problèmes de dos. Oui. J'ai mal au dos depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Ouais. Et plus ça va, et plus ça monte, et plus j'ai mal. Ça a commencé dans le bas du dos, et petit à petit c'est monté. Vous avez consulté un rhumatologue ? Oui. Vous n'avez pas de spondylarthrite ankylosante ? Non. D'accord, donc ça c'est déjà une bonne chose. J'ai plus de disques entre les vertèbres, j'ai une mince. Discopathie ? Oui, et puis après le haut du dos, ils me disent que j'ai rien, mais j'ai presque plus mal dans le haut du dos maintenant qu'en bas. Et vous êtes suivi, vous faites des soins, des massages, de la balnéo Alors j'ai fait plein de choses, il n'y a rien qui a changé. J'ai fait beaucoup d'ostéo, maintenant je fais du chiropracteur. Et en fait, il n'y a rien qui me soulage. Vous savez qu'est-ce qui a pu provoquer ce mal de dos quand vous étiez à cet âge-là, je crains malheureusement que ce soit quelque chose qui a à voir avec des abus, non ? Oui, j'ai eu beaucoup de choses pas très sympathiques dans ma vie. Et voilà. Ben oui, et vous les traînez, vous les portez encore, vous en avez encore plein le dos, si je puis dire. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Et le reste aussi. Et quand vous dites « et voilà », ça veut dire quoi « et voilà » ? En fait, ça m'handicape dans ma vie parce que je peux plus faire ce que j'aime. Je suis bloquée de tous les côtés, en fait. Et je suis bloquée surtout au niveau de la poitrine. En fait, dès qu'il se passe quelque chose, j'ai une douleur monstrueuse. Et j'arrive pas à analyser, en fait, ce qui se passe, ce que je ressens, Comme s'il y avait un cœur trop gros par rapport à l'espace qu'il a ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Des fois, je me mets à pleurer, j'ai mal à cet endroit et j'arrive pas à analyser pourquoi, en fait. Et vous savez, je crois que la situation que vous décrivez n'est pas une situation qui demande de l'analyse. Elle demande de l'acceptation, elle demande de l'accueil, elle demande un potentiel de résilience qui ne peut pas passer par le cerveau et par le cortex. Je crois, Aurore, que vous n'avez pas encore pris le temps de vous consoler, d'accepter justement de voir à quel point on vous a fait du mal et qu'il est temps de prendre soin de vous, quoi.
je sais tout ça, mais justement, comment on fait pour... On va essayer de vous donner des pistes. Vous savez, il y a une phrase qui résume assez bien ce que vous êtes en train de vivre, et comprenez bien que dans tout ce qu'on est en train de dire, il n'y a ni jugement, ni critique, ni quoi que ce soit. Mais qu'il y a un fondamental qui est essentiel à prendre en compte quand on a vécu des situations compliquées ou douloureuses. C'est une phrase qui dit « Si je ne suis pas responsable de ce que l'on a fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. » C'est-à-dire que la composante qui vous appartient aujourd'hui, et je vais prendre une image, je suis un être fracassé où beaucoup de choses sont cassées à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que je vais faire de cet être fracassé? Est-ce que je vais continuer à le regarder, à me lamenter sur ses plaies et à continuer à en souffrir? Ou est-ce que je vais essayer d'en faire quelque chose qui va se transformer en une force inimaginable? Notre corps nous le dit. Vous savez, quand un os est cassé, quand il se répare, se fabrique ce qu'on appelle un cal osseux. Il est plus solide à cet endroit-là, qui a cicatrisé, que partout ailleurs. Et que ce que vous vivez aujourd'hui comme étant une blessure qui vous infecte et vous fragilise, ça peut devenir une force magistrale et phénoménale. Pour ça, il faut que vous acceptiez, que vous intégriez au plus profond de vous-même, que s'il y a eu des comportements qui n'ont pas été adaptés vous concernant, c'est pas votre faute à vous, c'est le problème des autres. Et que à partir de là, votre capacité à prendre cette distance-là va faire que vous allez vous remettre au centre de votre vie et que vous allez devenir quelqu'un qui va être capable d'apporter une force à tous ceux qui, eux, ne sont pas capables de mesurer et de percevoir ça. Votre dos vous fait mal, ça grimpe et ça monte, et ça va jusque, bien sûr, au neurovégétatif, au cœur organe, réalité physique, etc., et au cœur symbolique dans ce qui est porteur. Et le cœur, il est porteur de sentiments qui sont des sentiments fondamentaux, qui lorsqu'ils deviennent négatifs peuvent être l'amertume et la haine, et qui lorsqu'ils deviennent positifs peuvent être l'amour et le pardon. Et il y a un vrai travail sans doute de fond que vous avez besoin de vous permettre de faire ou pour lequel il faut vous faire aider sur cette capacité-là. Et ensuite, sur le plan mécanique autour, s'il y a des moyens, il y a des manières de répondre et de vous faire aider. Il y a des manières. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, par rapport à ce que je connais, je sais moi, je suis pas en train de dire que ce sont les seuls qui pourront éventuellement vous aider. Il y a des praticiens en shiatsu qui sont formés dans un champ qui s'appelle la psycho-énergétique, qui est ce dont on est en train de parler. Vous en trouverez les coordonnées sur le site de mon institut. Et faites appel à ceux-là, pas à des praticiens de confort, et faites-vous accompagner un petit peu sur ce chemin de la question du sens. Parce que la question du sens, elle nourrit le cerveau et elle nourrit le cœur. Tant qu'on est porteur d'une blessure dont on n'a pas identifié le sens et qu'on vit comme étant une fatalité, une malchance, ou etc., on peut pas s'en séparer, s'en départir et s'en débarrasser. Vous nous avez fait... Après, oui, pardon, allez-y Aurore, je vous en prie. Après, c'est vrai que j'ai essayé plein de choses dans ma vie, de voir des gens qui faisaient de la médecine chinoise, des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça fait effet un ou 2 mois, puis après, ça revient... Oui, mais parce que je pense que vous l'avez pas fait encore suffisamment par rapport à votre vie intérieure et par rapport à vous-même. Aurore, vous nous avez fait confiance et vous avez eu raison. Maintenant, il faut vous faire confiance et puis avancer. Mais je crois vraiment que vous avez la possibilité d'aller mieux et vous allez. Vous avez pas un prénom qui quand même c'est pas anodin de s'appeler Aurore, oui. Quand même. Hein, et vous avez 38 ans. Vous êtes à un âge clé. Je pense que dans 2-3 ans, vous aurez passé le cap. Voilà. Et ça ira beaucoup mieux. Il y a une lecture qui pourra vous aider, c'est le livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle Le vilain petit canard. Absolument. Mais faites-vous confiance. Je vous assure, hein, c'est vraiment important. Faites-vous confiance et vous verrez, tout doucement, vous allez pouvoir renaître. Merci en tout cas de votre confiance. Alors, une petite pause et puis on se retrouve évidemment tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous continuons dans cette deuxième heure à décoder ce que nous raconte notre corps. Je crois, Michel Odoul, que on en parle souvent dans cette émission. Hein. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu et on parle souvent de la relation entre le psychisme et le corps et que finalement, il n'y a rien d'étonnant à ce que notre corps nous raconte des choses que notre psychisme peut-être ne veut pas entendre ou n'est pas prêt à entendre ou a du mal parce qu'il y a beaucoup de souffrance et c'est peut-être... Parce que pour une raison très simple, c'est que notre psychisme, si on voulait faire très très simplifié et très raccourcissant... C'est très simple, comme ça je comprendrais. Il est séparé en deux. Il y a la part consciente de ce psychisme qui dépend d'une instance intérieure qui s'appelle le moi. Et lui, il raisonne la vie en bien, mal, tort, raison, etc. Et donc... quand quelque chose d'insatisfaisant émerge, il a du mal à l'accepter, à l'entendre. Et c'est à ce moment-là que la deuxième instance profonde, qui est en capacité, elle peut être d'exprimer nos désirs les plus profonds et nos attentes ou nos besoins, qui s'appelle le soi, eh bien, elle va essayer d'exprimer. Elle essaye d'exprimer peut-être dans un premier temps à travers le rêve, notamment, entre autres, ou à travers ce que Freud avait étudié avec les actes manqués réussis, c'est-à-dire des manières avec lesquelles il y a des espèces de propositions, de thèmes à réflexion. Mais nous sommes capables de mettre le boisseau là-dessus. Nous sommes capables de prendre ce qui convient pour dormir sans être gênés par les rêves ou les phases de cauchemar, etc. Et là, à ce moment-là, eh bien, ces espèces de zones de profondeur de nous-mêmes, qui ne sont pas des ennemis, contrairement à ce que parfois le moi peut nous laisser croire, parce que ce qu'elle nous propose est inconfortable, ne sont au fait que des parties qui nous aiment, mais qui ont besoin d'arriver à l'expression de quelque chose. Quand le champ d'expression classique peut pas fonctionner, eh à ce moment-là, c'est le corps qui va parler. Et lui, il a un langage qui est très simple. Il ne sait pas mentir. Et donc, quand il exprime quelque chose dans une zone donnée, bien évidemment que ça parle très précisément de la zone dont il est en train de parler. Voilà, Garance est avec nous maintenant. Bonjour Garance. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous avez des vertiges, je crois. Hein. Oui. Alors, des vertiges, j'en avais eu dans le passé qui avait été attribué à un problème de l'oreille interne. J'avais fait de la rééducation vestibulaire. Bon, ça avait disparu. Et puis, au mois de septembre, j'ai eu un premier vertige qui m'a effrayée parce que ça m'a réveillée au milieu de la nuit. C'était la chambre tournée, le lit tourné, le plafond tourné, il y avait même quelques éclairs et moi j'étais comme aspirée par un vortex vers le bas. Et ces vertiges, ce type de vertige, ça a duré 3 mois. Ça s'est terminé en décembre. Et là, ça a recommencé depuis 3 jours. Ça m'a réveillée à 2h du matin, exactement comme la dernière fois. Et je ne sais pas vraiment, je me rends bien compte qu'il y a une perte de repère quelque part, mais je comprends pas l'origine de ces vertiges. D'autant que c'est quand même assez violent, hein, visiblement. Ah, c'est violent, c'est très violent. Et c'est toujours la nuit? Alors, ça me réveille la nuit. Quand ça a commencé en septembre, ça a duré assez longtemps. Enfin, ça a duré de septembre à décembre. Oui. Et là, ça a commencé donc il y a 3 jours. C'est beaucoup plus violent la nuit que le jour. Mais le jour, j'ai la tête comme... j'arrive pas à trouver le mot, mais un peu congestionné, si vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a l'occiput qui se met à palpiter un petit peu. Et voilà. Oui. Et puis, la journée, c'est beaucoup moins vertigineux, si je puis dire. Alors, dans tout ce que vous décrivez, il y a énormément de choses. Par rapport à ce qu'est la question des vertiges, parce que beaucoup de personnes nous écoutent peut-être qui en ont plus ou moins, il y a bien entendu des pistes biomécaniques qu'il faut investiguer, c'est-à-dire sur lesquelles il faut vérifier un certain nombre de choses. La première d'entre elles, c'est la tension artérielle. Il peut y avoir des hypertensions artérielles, ce qu'on appelle idiopathiques, c'est-à-dire non causées par une artériosclérose ou par des athéromes ou par des problèmes de cholestérol ou etc., qui peuvent se manifester. C'est le grand classique des poussées d'hypertension en fin de journée, alors qu'il n'y a aucune raison biologique apparente de cela. La deuxième des raisons... Tout va bien. Pardon ?
Tout va bien. De ce point de vue-là, tout va bien. Ok, très bien. Très bien. La deuxième des raisons fondamentales peut être non pas une question qui est une question de l'hypertension, mais qui est une question qui est associée éventuellement à la présence d'un petit athérome, c'est-à-dire d'un petit dépôt cholestérénique qui peut exister dans une des artères qui passent au niveau du cou et de la nuque, et qui a pour conséquence de générer par moment, suivant la position dans laquelle on est, une sous-oxygénation du cerveau qui peut conduire à ces sensations de vertige qui peuvent être vraiment extrêmes, puisque dans la pratique des arts martiaux, par exemple, on connaît certains points où on peut aller appuyer au niveau de la nuque et qui amènent la personne à la syncope. Donc ça peut être quelque chose aussi. Ça, c'est quelque chose qui, mécaniquement et biologiquement, se valide et se vérifie. Le médecin ou l'ostéo connaissent des tests particuliers qui permettent de vérifier s'il y a oui ou non cette présence-là. La troisième des pistes, c'est une piste mécanique musculo-tendineuse, toujours au niveau de la nuque, et qui vient en évocation de ce que vous parliez au niveau de cette base de la nuque, c'est-à-dire d'une surcompression, et notamment de certains nerfs faciaux qui sortent à ces endroits-là, et qui vont générer ces sensations de vertige. Ça aussi, ça s'objective et ça se vérifie. La notion de palpitation que vous évoquez peut, elle, plutôt parler peut-être du problème circulatoire. La quatrième de ces pistes, effectivement, c'est celle que vous évoquiez, qui est celle de ce qu'on appelle des vertiges de Ménière, en tout cas des choses qui sont en lien avec l'oreille interne, où là, il y a deux pistes fondamentales pour rapport à cette oreille interne. Soit la piste cervicale que je viens d'évoquer, parce que dans les 12 nerfs faciaux qui émergent du crâne à la base de la nuque, il y en a qui concernent ce qui se passe au niveau de l'oreille, ou ça peut être le fait que les petits cristaux qui sont au fond de l'oreille et qui sont censés nous permettre les notions d'équilibre, eh bien, sont ceux qui se densifient, voire se figent et se fixent. Vous, les vertiges émergent dans la phase nocturne. Pas n'importe quelle phase nocturne, 2 heures du matin. 2 heures du matin, c'est une heure particulière qui rentre en résonance avec un méridien d'acupuncture particulier, dont la résonance sur le plan psycho-émotionnel, c'est la réponse à une question qui est « quelle est ma place ?» Et là, on est peut-être confronté à quelque chose qui est un vécu dans lequel vous êtes peut-être dans une phase de vie ou dans des phases ou dans des périodes de vie où lorsqu'il y a un questionnement qui, si j'osais dire, devient vertigineux par rapport à la place qu'on se donne et celle qu'on aimerait occuper dans sa vie, eh bien, ça peut effectivement donner cette sensation de perdre pied, de ne plus tenir la chose. Parce qu'un vertige qui émerge dans le week-end, dans le sommeil, dans le week-end, j'allais dire. En tout cas, dans les moments où on se relâche, où on se détend, c'est soit effectivement un problème de nuque biomécanique, soit un problème de quelque chose de psycho-émotionnel plus profond. Est-ce que vous êtes dans une interrogation sur la place qui est la vôtre ? Garance, vous êtes toujours avec nous ? On l'a perdu. Non, on l'a perdu visiblement. Bon, écoutez, j'espère qu'elle a entendu tout ce que vous avez dit, et puis on espère que sinon elle pourra toujours écouter un podcast, et puis ça lui permettra déjà d'avancer un petit peu. Oui, parce que des questions existentielles peuvent donner des vertiges. Symboliquement, ça paraît assez clair, oui. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Eh bien, on vous écoute, allez-y Nathalie. Alors, moi j'ai un souci, un double souci, relié ou pas, je ne sais pas. J'ai une hépatite auto-immune qui est très bien stabilisée maintenant, puisqu'elle a été diagnostiquée en 2021. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport au foie et à cette organe-là. J'ai compris beaucoup de choses, donc c'est vrai que peut-être ça a participé au fait que maintenant elle est stabilisée et que j'ai un traitement qui est vraiment minime. Et j'ai un autre souci que je n'arrive pas à interpréter. C'est une toux très persistante avec des quintes de toux très violentes, sèches, 4 à 5 fois par jour, la nuit de temps en temps. Mais vraiment, c'est très violent et c'est une toux très irritative. Et c'est aussi une sensation comme si tout mon arbre pulmonaire était un petit
peu, pas un petit peu, très irritée. Et je le ressens encore plus quand, par exemple, je suis dans mon lit sur le dos et que je me tourne sur le côté. La pression thoracique change et ça croît un petit peu. Et hop, automatiquement, c'est systématique, je tousse. Si je vais dans une piscine, la pression de l'eau me presse un petit peu, automatiquement, je tousse. Et donc, ça part de la gorge vraiment jusqu'au poumon. Je n'arrive pas à respirer complètement sans tousser. Et je respire très fort. Si j'expire très fort, je tousse systématiquement. Mais alors, des cannes de toux vraiment violentes et inexpliquées. Et depuis quand Depuis quand Ça fait des années. Oui. Ça fait des années. Alors, j'ai vu comment on appelle ça, un pneumologue. J'ai fait des tests de respiratoires. Non, mais de toute façon, quand vous appelez Michel Odoul, c'est parce que vous avez fait tous les examens, qu'il n'y a rien, et donc il reste Michel Odoul. Heureusement que vous êtes là, Michel Odoul. C'est ça, ok. J'ai acheté son livre il y a une dizaine de jours, je ne l'ai pas encore ouvert, mais donc du coup, c'est curieux. Ah ben voilà, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, mais c'est intéressant. Bien sûr, oui. On décode quand même un peu vite, mais je laisse Michel Odoul prendre la parole, évidemment. Il y a rien d'anormal ou d'étonnant ou d'ahurissant dans ce que vous partagez et bien sûr qu'il y a peut-être une question de sens à donner à ça et pour ça on va aller au bout des choses. Pour ce qui est de la question hépatique, l'énergie, le foie organe, c'est un organe qui n'est pas n'importe quoi comme organe. C'est un organe central, c'est le plus gros organe du corps. Et c'est celui qui répond à la question psychosomatique ou psycho-émotionnelle de qui suis-je. On est sur l'organe qui porte l'identité. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui met l'identité en tension, la réponse qui est donnée à ça, c'est la colère. Et c'est pour ça que la colère est portée par cet organe-là. Voilà, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être j'avais trouvé une clé, parce qu'effectivement j'ai un ostéopathe qui a une façon de soigner assez particulière, il interroge le corps. Et il est tombé sur ce problème du foie et il m'a effectivement dit que c'était l'organe de la colère. Et il se trouve que cette année où ça a été diagnostiqué, ça a été 2021, donc pleine période de Covid, ça a été l'année où j'ai perdu ma maman. Et ça a été une année où je me suis fâchée avec une de mes sœurs. Et enfin, c'est elle plutôt qui s'est fâchée avec moi. Et donc, il y a eu beaucoup d'émotions. Et systématiquement, toutes les nuits, 3h30, j'étais réveillée. Oui, toujours la même heure. Voilà, donc ça parle véritablement de cela. Et ça parle de cela, mais au-delà de ce qui est le seuil même on va dire de la première expression émotionnelle associée au foie qui est la colère, toutes les émotions sont positives, elles se deviennent négatives quand elles sont ce qu'on appelle dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adaptées dans leur intensité ou dans le moment où elles s'expriment. Mais sinon, pour le reste, la colère, c'est l'énergie qui nous permet de dépasser les obstacles. Et donc, elle est quelque chose qui est nécessaire. Mais il faut savoir que dans le champ énergétique, la constitution d'un individu et de ce qu'on appelle son individualité, c'est-à-dire la véritable conscience qui est lui-même, elle demande la réponse à deux questions. C'est « qui suis-je ?» Ça, c'est la première et c'est celle qui s'appuie sur l'énergie du foie. Et la deuxième s'appuie sur un organe que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le poumon. Le poumon définit le territoire, définit le champ référentiel de vie et d'existence. Et cette définition du territoire a une nécessité fondamentale pour pouvoir se faire. C'est que je considère que j'ai une valeur qui me permet de le définir. Et donc le questionnement fondamental qui vous concerne est sans doute celui d'une personne qui a besoin de redéfinir, voire simplement de reconnaître ou d'accueillir qui elle est et la valeur qui est la sienne. Et que les vécus qui sont les vôtres ont été des vécus qui ont gêné ou perturbé ça, qui vous ont amené dans des attitudes, des réponses de survie. Et que votre poumon aujourd'hui traduit au-delà de ce qui est, parce que vous avez su réguler la colère hépatique, physiologique et même peut-être psychologique, il faut que ça sorte quelque part. Et la toux que vous avez, c'est une toux d'irritation. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de la colère et qui signe que vous avez des choses qui vous insupportent, qui vous irritent à un point inimaginable, qui sont en lien avec effectivement le respect de vous-même, le respect de votre champ territorial de vie, de la manière et du point dont vous observez la vie et le vivant, et qui vous sont profondément difficiles à vivre et profondément insupportables. Que vous n'arrivez pas à sortir en quelque sorte. Et il faut que vous crachiez le morceau, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez au bout de cela,
pas cracher le morceau vis-à-vis des autres. Ça sert à rien de dire aux autres ce qui nous plaît pas et ce qui va pas. Ça, c'est complètement illusoire. Ça fait partie de ce qui répond au problème du moi. Ça veut dire que c'est au fond de vous-même. Et il faut savoir que quand on répond à des questions sur l'identité, etc., l'identité qui est la nôtre, c'est pas les autres qui nous la donnent, c'est nous qui la constituons et la créons. Et vous êtes dans une phase de vie dans laquelle, effectivement, que ce soit l'hépatique ou que ce soit le pulmonaire, ils viennent parler d'un besoin pour vous de sécuriser le territoire et de le pacifier. Il y a besoin d'une tranquillisation fondamentale. Ces taux irritatives, elles ont des réponses possibles. Vous allez trouver des réponses avec des huiles essentielles, vous allez trouver des réponses avec peut-être sans doute de l'acupuncture, avec des techniques de shiatsu. Il y a des points fondamentaux qui sont là. En tout cas, c'est dans une idée fondamentale de pacifier et puis peut-être d'identifier qu'est-ce qui a fait que vous avez eu du mal à construire votre identité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous changez de position la nuit, vous toussez comme si c'est compliqué pour vous de trouver la position dans laquelle vous pouvez enfin vous épanouir. Alors que si vous restez au garde à vous en dormant, vous toussez pas. Oui. Enfin, c'est encore une fois, tout ça est très symbolique, hein, Nathalie. Mais voyez, donc je pense qu'il faut pactiser votre relation familiale, hein, vos relations avec votre mère, votre sœur, et accepter certainement ce qui a été douloureux pour vous. Oui, pour pouvoir être enfin vous-même. Et je vais continuer les recherches dans le livre de Monsieur Oudoul. Oui. Mais on conseille souvent, Michel et moi, d'écrire parfois ce que vous avez encore sur le cœur, peut-être à votre mère, votre sœur, ou les personnes qui vous ont fait du mal. Ça veut pas dire qu'il faut envoyer les lettres, encore une fois, mais ça permet de sortir. Ça permet de sortir. Pas les garder. Faut surtout pas les garder ou les envoyer. Ça permet de sortir quelque chose de soi, vous voyez. Et puis Michel a raison, c'est pas les autres qui nous dictent qui on est, mais ils sont le miroir et c'est en eux qu'on se voit, mais c'est à nous de nous construire et de nous poser. Puis regardez dans l'histoire que vous nous avez confiée, c'est regardez bien, posez-vous. Qu'est-ce que vous répondez à la question qui suis-je vous concernant? Et la deuxième des choses, c'est que regardez ce qui s'est passé au moment du confinement, etc. Au moment du confinement, qui est un moment dans lequel justement on a été oppressé, enfermé et peut-être même étouffé. C'est à ce moment-là qu'un certain nombre de choses se sont passées pour vous. Mais oubliez pas ce que vous nous avez dit. C'était votre sœur qui s'est mise en colère et qui s'est fâchée. Oui, moi ça, après j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Sauf que c'est elle qui a le problème. Ah oui. C'est pas vous. Oui, mais après ma toux, elle est antérieure à ça. Ça fait des années, peut-être 10 ans que je tousse comme ça, donc cette toux, elle devient vraiment problématique pour moi. L'hépatite, on va dire que j'ai un médecin qui m'a bien contrôlé tout ça maintenant, et c'est en bonne évolution. Réfléchissez au rôle que vous vous donniez dans la famille. Oui. Il faut que je travaille là-dessus. Eh bien, allez-y, Nathalie. Et merci de votre confiance, en tout cas, merci beaucoup. Allez, une petite pause, on continue avec Christophe qui nous rejoint dans un instant. Et puis vous, bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez toujours encore nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Oudoul est avec nous. Et comme toujours, Michel, il y a toujours beaucoup d'appels, hein. On a besoin de vos décodages. Et c'est Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Merci à tous les deux de m'accueillir à l'antenne. Très ravi, très touché, voire très ému de parler à Brigitte. Et qu'on admire beaucoup, moi et ma compagne, par rapport à tout ce que vous faites depuis un certain temps et tout le bienfait que vous pouvez apporter aux gens. Merci Christophe. Voilà, c'est très sincère. Alors je vous appelle parce qu'effectivement, moi je suis en meilleure santé que je ne pouvais être à l'époque, mais j'ai eu en 2017, je suis toujours commercial, mais je suis gérant maintenant d'une entreprise. En 2017, j'avais une vingtaine d'années en tant que technico-commercial à faire pas mal de kilomètres, et je me suis retrouvé avec une sévère hernie discale, L4, L5, S1, donc très invalidante, que j'ai pu corriger au bout de quelques mois. En 2022, j'ai une récidive encore plus méchante. Bon, les détails, je vous les donnerai peut-être, mais je ne veux pas faire un roman non plus. Il y a eu de l'ostéo, il y a un kiné un peu plus chevronné qui sont intervenus.
Et le problème que j'ai maintenant, là, en 2025, c'est que on peut appeler ça des résidus de ces événements-là, c'est-à-dire effectivement, bien que faisant un certain nombre de mouvements inspirés du yoga, etc., que ma compagne m'a donné, des tensions très très fortes au niveau des talons. Alors on n'est plus forcément dans la sciatique parce que je fais ce qu'il faut pour effectivement éviter ce phénomène, mais je suis arrivé jusqu'à faire des radios par rapport à d'éventuelles épines calcanéennes et il n'en est rien finalement. Écoutez, voilà. Oui, là je pense qu'il va y avoir des réponses qui peuvent vous être données, mais avant tout je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure au début à Brigitte et n'en déplaise à son humilité et à sa modestie, je confirme tout à fait ce que vous dites. La semaine dernière, j'étais à un festival sur le Japon et la connaissance de la culture japonaise. Et énormément de gens m'ont dit tout le bien que son émission faisait et que sa manière avec laquelle elle était capable, tout en étant précise et en n'étant pas dans l'évitement des choses, mais de les nommer avec le respect et la bienveillance qui fait qu'elle fait énormément de bien. Donc ça c'est vrai, c'est tout à fait exact. Je confirme, Michel, ouais. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que sans rentrer dans la flagornerie, c'est quand même une chance énorme. Moi, j'écoute depuis des années et effectivement, le bienfait, on se le dit, enfin, il y a un certain nombre de gens aussi qui le disent, mais oui. C'est quand même, voilà, c'est un trésor. Brigitte devrait être décorée de la Légion d'honneur, si elle ne l'est pas encore. Ça, je sais pas, ça, écoutez, vous pouvez poser une demande pour elle, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire elle-même. Sur ma poitrine, ça va faire des ordres sur ma poitrine. Je préfère regarder ma poitrine. Je sais pas, ça dépend. Pour service rendu à la nation, pourquoi pas. Oui, voilà, bien fait aux citoyens. Bon, allez, arrêtez tous les deux, ça suffit. Vous savez que nous avons réussi quelque chose de magnifique, c'est qu'elle est toute rouge. Bah oui, c'est rare que je rouge. En plus, j'en suis ravi. J'aimerais bien avoir la visio, mais je vais faire en sorte de la récupérer. Vous pouvez me voir sur YouTube. C'est vrai que je rougis plus beaucoup. Qu'est-ce que je rougissais quand j'étais jeune? Oui. C'est vrai que je rougis plus beaucoup. C'est une émotion du cœur, hein, Brigitte. Voilà. Alors, par contre, allez-y avec Christophe. Pour après embrayer, Christophe, sur ce que vous nous dites, oui. Mais bien évidemment que vous avez là, effectivement, tout ce qui a été exprimé à travers les zones corporelles, la zone lombaire et S1 et tout ce qui est en lien avec les sciatiques, les assises fondamentales, avec le fait qu'effectivement, vous aviez un type de métier, notamment avec les véhicules qui pouvaient exister encore et qui existent encore aujourd'hui, pour lesquels le siège est légèrement décalé par rapport au pédalier, etc. Tout un tas de choses qui vont générer effectivement le fait que on conduit sa voiture d'une façon déséquilibrée. En même temps, tous les gens qui conduisent les mêmes voitures n'ont pas tous des sciatiques. C'est-à-dire que ce facteur agissant qu'est la position de conduite est aggravé par la manière avec laquelle il y a des tensions qui existent. Vous avez traité les choses de la façon qui convient, etc. Vous êtes quelqu'un qui a réussi à trouver des réponses, que ce soit avec le yoga ou d'autres, dans lesquelles cette zone-là est maintenant un peu plus en tranquillité. Mais sans doute aussi, peut-être un peu, parce que il y a eu des modifications et des corrections sur le plan postural, qui font qu'une partie du postural, sur le plan tensionnel, il s'est déplacé. Il a quitté la zone du sacrum pour aller vers la zone du talon. Et que c'est ce qui peut amener à ce ressenti, à cette tension, au niveau du calcanéum, au niveau des attaches du talon, ou au niveau du tendon d'Achille, suivant les personnes, à avoir des ressentis qui sont tensionnels. J'ai le sentiment que cette hernie, parce que elle était présente avant 2017. On a tous, on sait, un certain nombre de gens ont des hernies sans même s'en rendre compte, d'une forme bénigne. Et j'ai l'impression que effectivement, l'opération n'est pas intervenue parce que je ne le souhaitais pas et que tout est fait maintenant pour éviter ça. Voilà. Mais j'ai l'impression, mon questionnement, et c'est pour ça que je me réjouissais d'échanger avec vous deux, c'est de dire à 54 ans, étant gérant d'une SARL depuis 5 ans, dans le domaine du jardin, donc avec pas mal de physique, parce que j'installe des dispositifs automatiques, etc. Que va-t-il en être d'ici quelques années de plus, voire, moi je me projette à 5 ou 10 ans, donc effectivement, le meilleur, postural. Il en sera le meilleur. Ouais. Il en sera le meilleur parce que la démonstration est faite que vous avez suggéré ce qui se passait au niveau lombaire. Oui. Que vous savez le tenir, que vous avez intégré que c'est dans du postural et dans la manière avec laquelle vous vous positionnez, au propre comme au figuré, que les choses peuvent rester dans l'ordre des choses comme elles sont là. En revanche, moi j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on dit quand on tape du pied ?
C'est un signe d'impatience, c'est ça? Donc je verrais ça comme ça ou voilà. Ouais. Voilà, je vous laisse continuer sur la réflexion autour de ça. Ouais. Il faut vous tranquilliser par rapport à ce qu'est le futur et à l'attente que vous avez vis-à-vis de lui. Oui, c'est sûr, ce qui n'est pas forcément évident pour un chef d'entreprise qui ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais doit compter sur son organisme. On met un pied après l'autre. J'en sais quelque chose. Un pied après l'autre, ouais. Tranquillement. On ne court plus. On marche plus tranquillement, voilà. On se calme un peu. Voilà. Et donc, il y a sans doute là quelque chose qui est cette espèce de... Parce que ce que vous voudriez avoir, c'est un peu plus de certitude sur la stabilité potentielle du futur. C'est ça. Après, j'ai un souci au niveau de c'est vraiment interrogeant, la cheville droite qui claque, parce que effectivement, je fais des rotations de cheville le matin pour assouplir un peu, mesurant 1m89, donc ça fait quand même une grande carcasse. Et ça claque, et je peux le faire pendant 5 minutes, la cheville va claquer. Oui. Et spécifiquement la droite. Alors, je sais pas si c'est des surtensions ou pas. Écoutez, vous connaissez manifestement un ostéopathe, et n'hésitez pas à aller le voir, c'est simplement la signature d'un petit décalage sacro-iliaque qui fait que la ligne ligamentaire partant de la hanche jusqu'au niveau de la cheville ne travaille plus dans son axe normal. Donc il n'y a rien de grave ou de pathologique là-dedans, mais un petit travail de repositionnement sacro-iliaque est quelque chose qui va vous aider à rétablir ça. Vous pouvez également le faire, puisque vous avez une compagne qui fait du yoga. Vous savez, vous vous mettez avec les jambes assis, pas que les jambes en tailleur, mais les deux plantes de pied l'une vers l'autre, et puis vous faites battre les deux genoux vers l'extérieur, un petit peu comme si c'était des ailes d'un papillon. Vous essayez de faire un travail où petit à petit vous ouvrez cette face interne de la hanche, et petit à petit l'iliaque va se relâcher, et ça peut déjà aussi quand même pas mal vous aider. Ah d'accord, très bien. Est-ce que par rapport justement à votre institut du là-dessus, je serais à même à travailler plus en profondeur tous ces points-là que vous évoquez? Alors, pas l'institut, c'est un institut de formation professionnelle, ou un institut de formation où on peut... L'institut, les personnes qui sont accréditées par cet institut. Ah ben oui, bien sûr. Si vous allez sur le site, vous trouverez, là, il y a sur la page d'accueil du site, il y a trouver un praticien, et vous trouverez une carte de France où il y a les praticiens formés et référencés par l'Institut, c'est-à-dire pas simplement formés, mais référencés, c'est-à-dire où il y a un maintien à jour des compétences, en fait, etc. Et vous prenez un praticien qui fait shiatsu et psycho-énergétique, et vous aurez vraiment, normalement, bien sûr, il faut toujours que ça matche avec la personne, mais sinon, vous aurez normalement quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner, oui. Très bien. Merci Christophe, merci beaucoup. Et puis, vous avez encore de très très belles années devant vous. Vous êtes jeune. Oui, surtout quelle chance vous avez de travailler jardin, la vie, la nature, les choses. C'est quand même autre chose que d'être au volant d'une voiture. Exactement. Merci beaucoup Christophe. Pierre est avec nous maintenant. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Aussi toutes mes félicitations pour tous vos diagnostics qui éclaircissent pas mal de gens, je pense. Donc moi j'ai 33 ans, je travaille dans le bâtiment et à la suite de la rénovation de ma maison, j'ai ressenti des courbatures, des fatigues chroniques, des douleurs dans le corps. Et ensuite donc après les travaux, j'ai eu une hypertrophie des amygdales. Donc à la suite de cette hypertrophie des amygdales, donc je me suis fait opérer. Et après cette opération, quand tout allait bien, je me suis intéressé à la méditation et un peu à tout ce qui est le bonheur pur, les choses simples et profiter de l'instant, on va dire. Et plein de choses me sont venues, donc toutes les angoisses du passé, etc., etc. Et à la reprise du tennis, j'ai eu une douleur au bras droit, donc à l'épicroclée, c'est. Et du coup, j'ai stoppé cette activité, donc je garde quand même mon travail, mais la douleur persiste, déclenchée par le tennis, mais elle persiste au travail. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'en plus de la méditation, donc là, j'ai stoppé la méditation pour me lancer dans l'auto-hypnose avec un thérapeute, donc que je suis depuis 2 mois et demi. Et malgré tout, la douleur persiste, donc je sais pas trop sur quel plan. Je pense qu'avec tout ce que vous avez donné comme élément, Michel va pouvoir vous aider. Alors déjà, première chose et première réponse par rapport à la méditation, l'auto-hypnose, etc. Il faut que vous ayez des critères qui soient des critères très simples. Il faut que quand vous sortiez d'une séance, vous vous sentiez mieux que quand vous y êtes rentré. C'est très globalement l'idée de fond. Après l'outil, quand il y a des outils pour aller voyager à l'intérieur de soi, pourquoi pas. Dans ce que vous manifestez sur le plan physiologique, les tensions physiques qui ont émergé, elles ont émergé effectivement à un moment donné. C'est intéressant que pour quelqu'un qui est dans le bâtiment, c'est-à-dire qui construit pour les autres, des douleurs commencent à apparaître quand il construit pour soi.
Et là, on a déjà une première piste qui est quand même particulièrement parlante, sur laquelle on peut s'interroger sur le droit que la personne se donne à construire son propre repère, son propre château fort, son propre palais, son propre lieu dans lequel il va être lui, chez lui. Et pour qui il le fait ? Et pour qui il le fait. Et ensuite vient se rajouter à ça le fait que, à partir du moment où ça a été fait, a émergé cette problématique aux amygdales. Ça a fait un véritable retour à l'enfance et à toutes ces périodes où il y avait les angines, qui sont les manières avec lesquelles les amygdales sont un organe lymphoïde qui donc participe à l'immunité de l'individu, qui ont cette particularité aussi d'être un filtre par rapport aux salissures, aux poussières éventuelles qui peuvent arriver venant du monde extérieur, et en même temps sont en très grande proximité et des cordes vocales et des zones des oreilles. C'est-à-dire qu'on est là avec quelque chose qui joue un rôle central, majeur, de la manière avec laquelle nous acceptons de nous exprimer face au monde, et en particulier sur les choses dont nous avons besoin de nous protéger, que nous avons décidé de ne pas accepter ou de ne pas accueillir ou d'évacuer. Et donc, moi, là, juste la question que je verrais à vous poser en termes de questions destinées à alimenter une réflexion, quelle est la difficulté à vous donner le droit de constituer votre propre territoire ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Oui. Elle est dure à entendre. Oui, c'est... oui, quelle Michel est la difficulté que vous avez à penser que vous avez le droit de vous constituer votre propre temple, votre propre territoire, votre propre maison ? Et pour qui, avec qui ? D'accord, ok. La difficulté, ça pourrait être par exemple double travail et client plus. N'est-ce pas ? Mais là, on est dans du très très factuel, Pierre. Vous êtes d'accord, hein ? Oui, je comprends. C'est pas de ça dont on vous parle, évidemment. C'est de quel droit vous construisez votre maison ? D'accord, ok. Là, je ne sais pas y répondre de suite comme ça, mais je pourrais y réfléchir. Alors, historiquement et familialement, qu'est-ce que ça représente, le fait de se donner le droit à avoir sa propre maison et être dans son propre territoire ? De s'autonomiser, d'être... Pas mal. On avance, Pierre, bravo. Comme les angines dans la croissance d'un enfant. Vous voyez, oui, d'accord, je vois le rapprochement. Ouais. Vous voyez petit à petit ce qui arrive ? Oui. Voilà. D'accord. Et c'est là que vous allez trouver la clé. C'est ça qu'il faut pacifier. Il faut vraiment vous tranquilliser par rapport aux faits. Vous savez, le propos, le fondamental. Mais finalement, c'est le fait de ne plus être matérialiste. Non, mais est-ce que vous, je sais pas. Est-ce que vous méritez d'avoir votre propre maison, Pierre, au fond ? Est-ce que vous, oui, vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr, oui. Oui, aujourd'hui, je suis sûr, peut-être pas au moment où je l'ai faite. Et est-ce que vous croyez que tout le monde est sûr en vous, si je puis dire ? Peut-être pas, on est beaucoup. On est d'accord. Bon, donc c'est celui qui est pas très sûr à l'intérieur de vous qu'il faut... votre saboteur, comme dit Christophe Médici qu'on reçoit demain. C'est votre saboteur qui vous a provoqué tous ces problèmes. Rien ne dit... Ouais, certainement, ouais. Rien ne dit que ça veut dire qu'il faut pas être matérialiste, au contraire. Ceci dit, on parle des douleurs chroniques suite à la finition, donc à la fin de mes travaux. Mais la douleur au bras est intervenue surtout après une dispute de couple où j'ai perdu beaucoup de repères et j'ai eu une assez grosse remise en question. Et j'ai repris le tennis pendant cette période-là, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je vous disais, mais pour qui aussi vous avez construit cette maison ? D'accord. Et vous avez tout le référentiel du vécu et de l'histoire familiale qui vient se reprojeter dans la manière avec laquelle vous pensez que vous faut continuer à la porter et à la reproduire. Jusqu'où et jusqu'à quand ? Quels sont les dictates auxquels vous continuez inconsciemment de répondre à l'intérieur ? Et est-ce que vous vous rendez compte que dans ce qui vous est arrivé avec votre épaule, vous vous interdisez le lieu dans lequel peut-être vous aviez l'opportunité de vous détendre et de vous relâcher ? Et que finalement, la difficulté, elle est de se dire ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'existe que parce que vous entendez la dit ça n'existe en tout cas 4 ans vous avez la compréhension
vous voulez, donc faites-vous confiance. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie et surtout que 36 ans, c'est l'heure de la pleine expansion et de la réussite. Franchement, faites-vous. Alors vraiment, on n'est pas du tout inquiet pour vous. Ben, moi, je me pose pas mal de questions. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Si on veut trouver des réponses, faut déjà se les poser les questions. Hein. Mais là aussi, si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, et bien évidemment. Mais vous avez pas mal de matière, et j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal réfléchi. Vous avez bien vu, vous avez, je pense, un contexte dans lequel vous avez même des moments où vous avez le temps de vous poser des questions, parce que quand on est dans un métier, pardon. J'ai dit oui, bien sûr, exactement. Voilà. Donc tout va bien. C'est justement ce qui me correspond dans mon métier, c'est que j'ai le temps de me remettre en question, de prendre du recul par rapport au monde et de pouvoir réfléchir un peu à des sujets pour être de plus en plus confortable, on va dire. Voilà. Et peut-être que plus que de vous remettre en question, de vous faire confiance chaque jour de plus en plus. Exactement. Vous êtes en train de vous construire pierre par pierre, si je puis dire. Merci. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Audoulet est avec nous. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel et c'est tout de suite avec Georges. Bonjour Georges. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Eh bien, on vous écoute, Georges. Vous êtes fatigué, hein, je crois. C'est ça, ouais, une grande fatigue et régulièrement j'ai mal au sternum, grosse douleur au sternum qui m'empêche de respirer, de me sentir bien et de m'endormir aussi. Et vous dormez mal ? Oui. Alors que vous êtes très fatigué ? Oui. C'est embêtant. Alors je dors mal la nuit et j'ai tendance à avoir un sommeil plus réparateur en journée, ce qui est embêtant. Mal réparateur. C'est-à-dire, nous disait dans l'après-midi, je suis plus reposé, ou ça me repose plus que si je dors la nuit. Oui. Mais vous faites une sieste de combien de temps ? Alors, le week-end, je peux faire des siestes de 2 à 3 heures. Oui, parce que là, vous dormez peut-être trop quand vous faites des siestes, du coup, vous avez du mal à vous endormir. Là, c'est peut-être simplement une question de réguler votre sommeil. Alors, si c'est en semaine, les semaines, j'essaie de faire, dans la semaine, j'essaie de faire des siestes de 20 minutes, 1 à 2 fois par jour. Et ça m'empêche la semaine de mal dormir. Ouais. En fait, je récupère. Je sais pas si c'est bon, mais j'essaie de récupérer en fait le week-end. Oui. En tout cas, votre fatigue et la douleur au sternum, on peut y voir un lien. Hein. De toute façon, c'est pas. Ah ben on va le décliner. Ce lien, il est manifeste. Mais déjà, la première des choses, quand vous dites, je sais pas si c'est bon, évidemment que c'est bon de récupérer, quelle que soit la façon dont vous le faites. Donc ça, là-dessus, il faut que vous ayez ni doute, ni éventuelle culpabilité ou etc. Vous avez à minima trouvé une mécanique aujourd'hui qui vous permet de récupérer une mécanique un peu d'énergie, un peu à un moment donné plein, vous devez la laisser se reposer, etc. Notre corps aussi a besoin de cette récupération. Dans ce qui est l'expression et le ressenti physiologique que vous avez nommé, l'explication, elle est claire. Vous avez cette douleur au niveau du sternum, cette impression et sensation d'avoir de la difficulté à respirer, cette difficulté notamment à récupérer et la complexité pendant la phase nocturne. Tout ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de 2 choses très précises. Qui est une tension sur une grande structure du système neurovégétatif qui s'appelle le nerf pneumogastrique, qui se situe sur la face avant du corps, qui passe derrière le sternum, qui descend au niveau du diaphragme, et va jusqu'au niveau de la symphyse buvienne, et qui est un nerf dans lequel, si vous voulez, les commandes neurovégétatives vont fonctionner et vont passer. Ce nerf a une relation, ce nerf s'appelle le nerf vague, c'est pour ça qu'on le connaît à travers ses manifestations dans le malaise vagal. Il s'appelle le pneumogastrique parce qu'il a une interaction entre les poumons et la zone gastrique, le sphincter gastrique et l'estomac.
Or, quelle est la structure qui se situe entre le poumon et l'estomac? C'est une structure musculaire qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme participe à la capacité respiratoire, à la fois en ayant une action sur la sphère pulmonaire et en ayant une action sur la sphère abdominale. À partir du moment où ce nerf est sollicité, quelle que soit la raison de cette sollicitation, il se met en tension et la zone du diaphragme, et notamment du plexus solaire qui est en bas du sternum, va se mettre en tension. Et c'est là où on va avoir ces sensations d'oppression, de restriction respiratoire, qui peuvent même aller chez certaines personnes jusqu'à des ressentis quasiment comme dans un angor, c'est-à-dire certaines personnes pensent même qu'elles ont un problème cardiaque. Il faut savoir que ce nerf et cette zone corporelle, elle est interagie par une zone dorsale qui est en lien avec la colonne vertébrale et dont la mécanique fait que entre les 5e et 7e vertèbres dorsales, il y a des terminaisons nerveuses qui émergent et il y a des points d'acupuncture fondamentaux qui sont en prise avec cette zone-là. Et que cette zone, au niveau vertébral, elle est en compression. Ce qui fait que quand vous vous allongez, vous augmentez la compression qui existe au niveau de cette zone médiadorsale. Et donc voilà pourquoi tout le paysage mécanique de la chose. Donc première réponse, ça sera aller voir un ostéopathe ou un praticien shiatsu capable de le faire. Faites-vous faire un travail qui va permettre à cette zone vertébrale de se relâcher et se détendre. On a quasi instantanément l'impression à ce moment-là que les poumons se réouvrent. Ensuite, derrière ça, ben oui, quelle est l'oppression que vous vivez? En quoi vous avez le sentiment et l'impression que vous êtes aujourd'hui dans une phase de vie dans laquelle vous vous sentez enserré, emprisonné ou englué dans quelque chose où finalement vous avez plus le sentiment d'étouffer plutôt que d'exister? Vers quoi avez-vous envie de vous envoler? Oui, Georges? Je sais pas. J'ai pas réfléchi à... Qu'est-ce qui fait que c'est quoi, depuis combien de temps vous êtes dans cet état? Qu'est-ce qui fait que à un moment donné vous vous êtes senti fatigué, vous avez mal au sternum? Est-ce que c'est essayer de remonter un peu à la source? Parfois c'est à la source qu'on trouve le problème. C'est compliqué pour vous, hein? Quel est le projet ou le rêve caché, admis, reconnu ou pas, que vous vous interdisez d'atteindre pour des raisons mécaniques, organisationnelles ou extérieures, dans lequel pour autant vous avez l'impression d'étouffer? Quelle est cette direction vers laquelle vous avez envie d'aller? Quel est ce rêve qui est celui que vous vous interdisez? Alors, essayez, Georges, sur une feuille de papier, dans les différents domaines, affectifs, familial, professionnel, maternel, feuille de papier, affectif, professionnel, privé. Vous devriez faire coince où vous ne pouvez pas, où vous ne vous autorisez pas. Vous comprenez? J'ai bien entendu. Alors là, ça me vient pas. Je pense que écrire est une bonne chose. Oui. Parce que là, ne vous mettez aucun tabou, hein, aucune limite. Osez écrire tout ce qui pourrait être extraordinaire et que vous auriez envie de vivre et que vous ne vous êtes jamais autorisé. Et vous trouverez votre réponse. Qu'est-ce que la fatigue produit? Elle empêche de rêver. Hein, je donne la réponse parce qu'on est en fin d'émission. Pas faire. Pourquoi vous avez seulement un moment où vous pouvez récupérer, qui est le week-end, c'est-à-dire le moment où vous auriez la possibilité de réaliser quelque chose pour vous, ce temps-là, vous l'occupez à récupérer pour pouvoir continuer à bien travailler dans la semaine. D'accord. Bon. D'accord, hein? Et réécoutez, n'hésitez pas. Ça, parfois, il y a des choses que qu'on n'entend pas vraiment, et il faut parfois écouter plusieurs fois, comme il faut lire plusieurs fois le bouquin de Michel Odoul pour arriver à tout comprendre. Hein. Ça, je confirme. Lisez éventuellement un livre qui s'appelle L'Alchimiste avec Coelho. Il explique qu'est-ce que c'est que l'attention pour aller vers sa légende personnelle. Mmh. Ok. Ou Jonathan le Goéland aussi, c'est pas mal ça. Il y en a des. Qu'il faut. Merci Jean. Merci à vous. Et puis merci. Il a tué le dragon, n'oubliez pas.
Merci à vous, Michel Odoul. Je rappelle bien sûr que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Et si vous voulez trouver un praticien shiatsu, vous pouvez aller sur le site de Michel Odoul. Vous pouvez lire aussi ses newsletters, vous abonner même, si on veut, parce que c'est très très bien. Merci Brigitte. Merci à vous. Demain, on sera avec Christophe Médici et on terminera la semaine en chantant et on parlera de votre chanson fétiche qui évidemment parle de nous. Vous avez une chanson fétiche, Michel Odoul ? Ah oui. Oui. Eh bien, vous nous le direz la prochaine fois. Il est libre, Max. Ah bah ça m'étonne pas de vous. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. À demain.